Merci, merci, chers collègues. Merci de cette première présentation. Je tiens également à remercier Thienot Sibéras qui nous a aidés dans ce travail et remercier la confiance de la présidente à nous avoir confié cette mission. Et vous allez voir qui peut-être appellera d'autres travaux par la suite. Donc pour vous parler... pour vous présenter notamment les contenus, le contenu de la réforme et les points de vigilance, il est vrai que la plupart des personnels du ministère que nous avons rencontrés, tant ici à Paris qu'à Oslo et à Hanoï, estiment que les efforts demandés au Quai d'Orsay sont trop importants. La plupart reconnaissent aussi que la réforme des réseaux de l'État à l'étranger, elle était inéluctable. De fait, les bénéfices attendus, il faut en être tout à fait convaincu de cette réforme, sont nombreux. La réforme a d'abord pour effet de décharger les services extérieurs de l'État de la gestion des fonctions support. Cette gestion était très lourde pour les petits services composés d'un unique attaché sectoriel. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. Lorsque vous avez par exemple un attaché de défense ou un attaché de sécurité intérieure, il était parfois seul avec une personne pour l'aider. Et cette personne, effectivement, à partir du moment où elle rejoint un pool de personnel commun à l'ambassade, on gagne considérablement en efficacité. Vous imaginez la tension qu'il pouvait y avoir autour d'un souci de congé, d'absence prévue, imprévue, pour pouvoir avoir une efficacité totale dans les fonctions de cet attaché de sécurité ou de défense, par exemple. Ensuite, la mutualisation des crédits, elle, se traduit par une plus grande souplesse dans la gestion interne des postes. Un service, par exemple le service économique, dont les activités sont jugées prioritaires par l'ambassadeur, pourra bénéficier désormais d'un réabondement en gestion de ses moyens sans avoir à se tourner vers Paris comme il devait le faire jusqu'à présent. Ensuite, la réforme renforce l'ambassadeur dans son rôle de chef de poste. L'ambassadeur ne dispose plus seulement d'une mission d'animation des différents réseaux de l'État à l'étranger, mais il en a désormais la maîtrise des moyens. La chaîne de commandement est donc consolidée, ce qui renforce l'unité de l'équipe France à l'étranger. Je voudrais mettre une petite nuance ici pour souligner que si notre ambassadeur a un rôle de chef de poste pour coordonner les moyens mis à sa disposition, il n'a pas la main sur les personnels, l'attaché de défense, l'attaché de sécurité, que ce soit la personne qui est envoyée ou le montant de masse salariale que cela représente, notre chef de poste n'a pas la main dessus. Il a la main sur les fonctions support qui entourent la fonction métier, mais pas sur le métier en lui-même. Il faut le souligner. Enfin, la réforme doit donc également permettre de dégager des économies, au même titre que d'autres réseaux de l'État. Des économies de masse salariale grâce à la meilleure utilisation de certains personnels qui, lorsqu'ils dépendaient de certains ministères, n'étaient pas employés à leur plein potentiel. Des économies de fonctionnement aussi grâce à la mutualisation de certains contrats. Et par exemple, on peut citer les contrats d'énergie s'agissant de l'immobilier ou s'agissant des contrats également de téléphonie. Avoir un contrat global pour l'ensemble des personnels plutôt que chaque division, en quelque sorte, chaque représentant de l'État, intérieur, sécurité, etc., qui aurait son contrat de téléphonie, c'était pas très rationnel. Et surtout grâce au meilleur pilotage du patrimoine immobilier de l'État à l'étranger, dont le Quai d'Orsay est devenu depuis 2019 l'affectateur unique. À titre d'exemple, en Norvège, le projet de regroupement des services de l'ambassade, qui était actuellement dispersé sur 3 sites, seront faits au sein d'une emprise unique qui permettra de générer d'importantes économies. Si les bénéfices attendus de la réforme des réseaux de l'État à l'étranger sont nombreux, ils ne sont pas garantis pour autant, et je vais parler justement des points de vigilance. Cette réforme reste marquée par certaines fragilités et insuffisances qui devront être prises en compte pour que cette dernière tienne ses promesses. Le premier angle mort de la réforme est la surcharge de travail qui pèse sur les secrétaires généraux d'ambassade. Cette surcharge nous a particulièrement frappés. Avec la mutualisation des fonctions support, les attributions de ces personnels se sont élargies. Ils ont plus de personnel avec lesquels ils rentrent en interaction, plus de missions à prendre en charge, mais sans renforcement nécessairement de leurs moyens. Or, ces secrétaires généraux d'ambassade, mon collègue Didier Quentin l'a rappelé tout à l'heure, sont vraiment la clé de voûte. Ils sont à la confluence de toutes les activités de l'ambassade. Il faut être très clair que sans eux, nos postes sont à l'arrêt. Il n'y a pas de fonctionnement d'ambassade sans un secrétaire général d'ambassade. Aujourd'hui, le Quai d'Orsay compte sur les chantiers de dématérialisation en cours pour accroître la productivité de ses agents.
En attendant, ces bénéfices sont encore lointains. Nous considérons que les secrétaires généraux d'ambassade et leurs équipes doivent être épargnés au plus vite des efforts qui sont demandés sur la masse salariale du ministère et doivent même, dans certains cas, être renforcés. Sur un plan plus qualitatif, nous regrettons également que ces personnels ne disposent pas d'une formation et d'un parcours de carrière à la hauteur de leurs responsabilités. Notre deuxième sujet d'inquiétude porte sur le sentiment d'arbitraire qui entoure certaines décisions de rationalisation, ce qui entame la confiance et la motivation des personnels en poste à l'étranger qui ne comprennent pas toujours les décisions qui sont prises. Je l'ai souvent dit dans d'autres rapports précédents, cette dynamique de couper des têtes, la raison profonde qui explique ces têtes supprimées n'est pas forcément comprise et on le retrouve là dans cette réforme des réseaux de l'État. Nous avons ainsi appris lors de notre déplacement à Oslo le projet de fermeture de l'Institut français de Norvège, totalement incompréhensible. C'est un institut qui est excédentaire sur le plan budgétaire, qui a un nombre d'élèves qui ne cesse de croître, qui bénéficie d'une aide du gouvernement norvégien, qui reconnaît l'importance de la présence française à travers cet institut. Il est donc au cœur des relations franco-norvégiennes et on ne comprend absolument pas pourquoi il a été décidé et acté. Il est désormais fermé. C'est absolument incompréhensible. Cette fermeture n'est pas explicable. Évidemment, les personnels sur place ne le comprennent pas non plus. Ce type de décision reflète de manière plus générale, tout d'abord, le manque de critères et d'indicateurs qui permettent de fonder certaines orientations. Ensuite, la faible association des postes à la prise de décision en amont. En l'occurrence, le poste avait alerté sur l'importance de cet institut. Le poste n'a absolument pas été écouté. En aval, l'insuffisante motivation des décisions prises par l'administration centrale. Et pour écarter tout malentendu, nous ne contestons pas la légitimité de l'administration centrale dans sa capacité à redéfinir le périmètre du réseau, mais il est nécessaire de dissiper le sentiment d'arbitraire à l'origine d'un certain malaise chez les personnels du ministère, qui, je le répète, sont des personnels engagés, motivés, passionnés pour beaucoup d'entre eux. Donc ils ne comprennent pas qu'on entame une partie de leur passion. Troisièmement, la réforme reste encore incomplète. Nous l'avons dit, la mutualisation des fonctions support a exigé une négociation interministérielle très difficile pour déterminer les moyens qui devaient être transférés au ministère des Affaires étrangères. Les ministères se sont battus, ligne de crédit par ligne de crédit, emploi par l'emploi, pour tenter de conserver leurs moyens. En conséquence, certains crédits n'ont pas été transférés, notamment une partie des frais de mission et les crédits relatifs aux stagiaires, qui restent sous la coupe de chacun des ministères. Par ailleurs, les ministères ont pu se prévaloir du caractère hybride de certains emplois qui, comme par exemple, pour donner l'exemple des interprètes, relèvent à la fois des fonctions support et des fonctions métiers pour refuser tout transfert. Un interprète pour une fonction métier économique ou de sécurité a un vocabulaire à utiliser qui est très spécifique et c'est sur cette base que certains ministères ont souhaité conserver certaines de leurs fonctions support. Le caractère incomplet de la réforme limite aujourd'hui certains des bénéfices, en particulier les économies qui pourront être générées. Et je voudrais souligner ici que ce qu'il en ressort, ce que nous avons vu, c'est que finalement, les grands gagnants de cette réforme immédiatement à court terme, ce sont les autres ministères. L'intérieur, la défense, les finances, qui finalement ont transféré leurs fonctions support qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de crédit, et ont gardé leurs fonctions métier. Donc c'est eux les gagnants. Et la charge de travail, elle est sur le dos des secrétaires généraux d'ambassade et du Quai d'Orsay. Donc le pilotage de l'administration de l'État à l'étranger reste encore incertain, alors même qu'un des principaux objectifs de renforcer l'équipe France est de renforcer l'équipe France. Les pouvoirs du chef de poste, je l'ai dit tout à l'heure, restent limités à plusieurs égards, notamment vis-à-vis des opérateurs de l'État à l'étranger, qui, compte tenu de l'autonomie dont ils disposent, donc les opérateurs, c'est l'Agence française de développement, Business France, Atout France, Campus France, etc. Ils ne sont pour le moment pas concernés tous par cette réforme. L'administration centrale, qui dans notre pays, le pouvoir limité vis-à-vis de l'administration centrale, qui ici en France reste très directive, et elle réduit assez souvent les marges de manœuvre des chefs de poste. Limite aussi du fait des autres ministères à l'étranger qui seront vigilants à ce que la mutualisation des moyens ne se fasse pas au détriment des missions de leurs attachés sectoriels, c'est ce que j'exposais juste avant. L'administration centrale du Quai d'Orsay est donc mise au défi de donner plus d'autonomie aux ambassadeurs, tout en les protégeant contre les pressions dont ils peuvent faire l'objet de la part des autres ministères à l'étranger. Alors, au moment de conclure, nous souhaitons rappeler que le travail d'évaluation que nous avons réalisé intervient de manière précoce, seulement quelques mois après le lancement de cette réforme des réseaux de l'État à l'étranger. Notre apport n'est pas tant d'avoir réalisé un bilan de cette réforme que d'avoir identifié les conditions nécessaires à sa réussite. Et je laisse mon
collègue Didier Quentin apporter le mot final à cette présentation.